Bonjour à tous, les 4e C, les 4e E. Voilà, je reviens vers vous pour terminer ce chapitre sur le conducteur ohmique. Quelques petites précisions auparavant. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous n'allons pas être amenés à nous revoir pour cette fin d'année. Effectivement, on m'a demandé de prendre tous les 5e, tous les 3e, donc les 4e ne sont pas repris en physique-chimie. On va dire que ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, on a bien avancé. Si vous avez fait le travail, si vous avez fait le taf pendant le confinement, eh bien vous êtes bien, ça c'est certain. Ayez confiance. Pour cette fin d'année, donc le 5e et 3e, je vais continuer dans mon programme. 4e, on a bien avancé. Je ne vais pas commencer à attaquer le programme de 3e. On va essayer de terminer ça tranquillement et de faire un certain nombre de petites révisions. Voilà. Pour cette fin d'année. J'espère que j'aurai le plaisir de vous recroiser dans les couloirs. Voilà. Donc cette petite vidéo pour terminer ce chapitre, et notamment, j'espère que vous avez réussi à trouver cette fameuse loi dite loi d'Ohm, que vos parents connaissent à mon avis bien. C'est une des premières grosses formules qu'on voit au collège. Voilà. Donc cette activité que vous aviez à me faire, vous aviez déjà deux questions qui étaient déjà faites, hein, donc c'était relativement simple. Voilà, au préalable dans cette activité, on fait une manip, on rajoute le conducteur ohmique et on regarde le comportement de la lampe et on mesure la tension aux bornes de la lampe et l'intensité dans tout le circuit. Voilà. Donc on regarde l'influence du conducteur ohmique, ça a déjà été fait hein, dans le grand 1, je vous le rappelle. Donc ça, c'est pas la chose la plus primordiale. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est par la suite, hein, grâce au générateur de tension variable, vous voyez qu'il fournit plusieurs types de tension. Hein, on peut faire varier la tension du générateur et donc faire varier la tension en bande des différents dipôles du circuit série. On va déplacer le voltmètre et cette fois-ci, le voltmètre, on va le mettre aux bornes du conducteur ohmique de manière à mesurer la tension du conducteur ohmique et de toujours avoir l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique. Donc je vous donnerai le document en pièce jointe, bien évidemment. Donc vous avez en correction, sans le conducteur ohmique, la lampe brille normalement, ça on le savait. On est dans les conditions nominales de fonctionnement de la lampe, à savoir proche de 6 volts, et une intensité nominale proche de 100 mA. C'est classique, ce sont les lampes que vous utilisez habituellement en manipulation. Quand on rajoute le conducteur ohmique, l'intensité électrique est diminuée, hein, pratiquement divisée par 2. La tension aux bornes de la lampe est également diminuée. Voilà. Donc ce n'est pas un scoop, le conducteur ohmique convertit de l'énergie électrique en énergie thermique, il dépense l'énergie, et de ce fait, dépensant l'énergie, l'intensité du courant diminue. Voilà. Je vous avais donné un certain nombre de valeurs qui avaient été prises au laboratoire en faisant cette manip. Hein. Ce ne sont pas des valeurs qui sont tombées comme ça, sont sorties de ma poche. Donc qu'est-ce qui se passe? On voit que lorsqu'on fait varier la tension aux bornes du générateur, la tension aux bornes du conducteur ohmique, elle varie. L'intensité qui traverse le circuit varie également. Voilà, et on s'intéresse à ces variations. On vous demande de faire le rapport U divisé par I, et là tout de suite, on s'aperçoit, et ce n'est pas le hasard, hein, qu'on a toujours une valeur proche de 66, 67, 68. Ça doit vous rappeler quelque chose. Si vous regardez bien l'énoncé de l'activité, le conducteur ohmique qui est utilisé est un conducteur ohmique d'une valeur de résistance de 68 ohms. Et voilà, ce n'est pas le hasard. Ce qui doit aussi faire appel à vos connaissances de mathématiques, c'est la chose suivante. En 6e, vous avez vu que lorsqu'on fait un rapport entre deux grandeurs et qu'on obtient une valeur qui est constante, ces deux grandeurs sont proportionnelles. Et le rapport constant, c'est le coefficient de proportionnalité. Ce qui veut donc dire que U divisé par I est égal à 68, c'est-à-dire la valeur de résistance. Donc U divisé par I est égal à R. Mais ça veut donc dire également qu'on peut l'écrire d'une autre façon. U est égal à 68 fois I. Le coefficient de proportionnalité est placé devant. Donc U est égal à R fois I. Je vous renvoie à une petite vidéo que j'ai réalisée aujourd'hui également sur une technique qui est un petit peu plus ludique. Mais pour l'avoir travaillé avec les 5e, je l'ai expérimenté avec les 5e ont adoré, et ils avaient l'impression d'être intouchables, imbattables, donc je vous en fais profiter. D'habitude j'explique ça avec les tables de multiplication, mais ça doit être un peu trop austère d'utiliser les tables de multiplication sans doute. Voilà. Donc, en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez écrire? Alors, on vous demande de
faire éventuellement avec un tableur. Je pense que allègrement vous avez dû zapper cette partie, ça ne vous a pas peut-être trop parlé le tableur, vous l'utilisez parfois en mathématiques. Au lieu d'utiliser le tableur, vous pouvez le faire à la main, mais effectivement quand on trace la tension en fonction de l'intensité, ça vous connaissez par contre, en principe je le fais réaliser en classe, eh bien on obtient une droite qui passe par l'origine. Eh bien ça c'est caractéristique d'une relation de proportionnalité. C'est ce qu'on appelle une fonction linéaire et vous le reverrez l'année prochaine en troisième en maths. Et donc là vous serez déjà intouchable aussi parce que vous saurez que la proportionnalité est directement reliée à un graphique dont l'aspect est une droite qui passe par l'origine. On peut donc écrire en résumé que U est égal à 68 fois I ou U est égal à R fois I. Le petit point ici, il est identique au signe multiplié. Voilà. Donc vous avez découvert la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, elle s'écrit de cette façon. U est égal à R fois I. Attention, petit piège, respectez bien les unités légales, le volt, le ohm et l'ampère. Dans un exercice, si on vous met du milliampère à la place, attention, il y a intérêt de le convertir en ampère pour ne pas tomber dans le piège. Voilà. Juste par souci de transparence et de connaissances utiles, on a vu à quoi servaient les conducteurs ohmiques. On va très rapidement dire un mot sur la façon dont on les fabrique. Excusez-moi, j'ai été coupé par le téléphone, donc je reprends où j'en étais. Résistance et matériaux, donc, eh oui, le fabricant, comment fait-il pour faire varier la valeur de résistance lorsqu'il fabrique le conducteur ohmique? Eh bien, il peut jouer sur 3 paramètres. Somme toute assez logique. La longueur du fil, vous en mettez plus ou moins long. Alors si vous en rajoutez en longueur, vous augmentez la valeur de résistance, c'est normal, il y a plus de chemin à parcourir. Vous jouez sur le diamètre du fil. La valeur de résistance va diminuer lorsque le diamètre va augmenter. C'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi? Pour les câbles des lignes à haute tension. Il faut que le diamètre soit assez important pour qu'il y ait le moins de résistance possible au passage du courant. Enfin, tout dépend du matériau qu'il constitue. Sachez qu'il y a des conducteurs ohmiques que vous pouvez fabriquer avec des fils d'or ou des fils d'argent. Ces conducteurs ohmiques, qui valent très cher forcément, sont principalement réservés aux technologies de pointe, les satellites, les fusées, ce genre de choses. Voilà. Donc pour un usage électrique donné, un métal est retenu en fonction de ses propriétés physiques et de son prix, bien évidemment. Alors où vous retrouvez ça dans la vie de tous les jours? Bien regardez, hein, un petit tableau. Alors celui-ci, c'est pour la peine de le recopier, bien évidemment, c'est un peu trop compliqué. Tout dépend de la nature du métal, hein, argent, cuivre, aluminium. L'argent dans les technologies de pointe, bien évidemment. Le cuivre, vous le retrouvez au niveau domestique, vous le retrouvez dans les ordinateurs. L'aluminium, du fait qu'il soit très léger, il est très intéressant, c'est un bon conducteur. On va faire des alliages pour mettre sur les lignes à haute tension. Sinon, les lignes à haute tension seraient beaucoup trop lourdes et auraient une action trop importante sur les pylônes. Les alliages de plomb d'étain, alors que ce sont des matériaux, donc des métaux facilement fissibles, donc on peut les faire fondre facilement. Pourquoi? Le but du jeu, c'est que lorsqu'il y a une surintensité, vous avez vu cette notion de surintensité, le fusible puisse fondre et donc ouvrir le circuit. Enfin, on avait vu, hein, les conducteurs ohmiques sont intéressants car ils permettent de faire chauffer, fer à repasser, sèche-linge, four, convecteur. Tous ces appareils chauffent, il faut donc qu'ils soient résistants à la chaleur. On utilise, pour faire les conducteurs ohmiques, des alliages nichrome, ce qu'on appelle donc nickel-chrome. C'est un mélange de ces deux matériaux. Voilà, on a fait le tour de la question par rapport à ces conducteurs ohmiques. J'espère que vous avez bien compris la loi d'Ohm. Pour voir si vous avez bien compris, alors je n'ai pas envie de trop vous prendre la tête non plus, je vais pas vous demander un retour, mais faites-le, ce travail, il est important. Je vais voilà, vous donner des exercices. Les exercices que je vous donne, ce n'est ni plus ni moins que le contrôle, un des contrôles que je donne habituellement. Si vous voulez, vous pouvez le faire avec votre cahier de cours, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est que vous le fassiez, que vous réfléchissiez dessus. Au préalable, apprenez bien la leçon, faites-le dans des bonnes conditions. Sachant que ça, ce sont des choses qui peuvent retomber au brevet et que nous n'aurons pas l'occasion forcément de revoir en intégralité en troisième. Donc faites bien le job, je vous le mets en pièces jointes, et puis bien évidemment s'il y a des questions, n'hésitez pas à vous retourner vers moi via Pronote. Malheureusement il y a de moins en moins de questions, de moins en moins de gens actifs. Ne lâchez rien, il reste un mois de cours de quatrième, que ce mois soit fait à bon escient. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt. On se croisera peut-être dans les couloirs à ce moment-là. À bientôt.